L'employé à la porte sourit de cette manière particulière qu'ont les gens quand on leur a ordonné d'être polis face à une situation désagréable. Je suis désolé, madame. Votre nom n'est pas sur la liste. Derrière lui, 200 chaises d'un blanc immaculé faisaient face à un hôtel croulant sous les hortensias de cette nuance bleu-violet qui ne prend racine dans la banlieue de Saint-Pétersbourg que si le sol est acide et que vous leur parlez comme à des enfants. Je le savais parce que Vlasta m'avait envoyé 11 messages à propos des hortensias en mars. Elle ne m'avait jamais écrit concernant la liste des invités. Je tenais à la main une housse à vêtements. À l'intérieur se trouvait une épingle de rechange pour la crinoline, une bobine de fil couleur ivoire et un kit de couture miniature que j'avais préparé à 5 heures du matin au cas où la traîne s'accrocherait à un pied de chaise ou que la fermeture éclair coincerait sur les perles au niveau de la hanche, ce qu'elle ne manquerait pas de faire, car j'avais prévenu Vlasta 3 fois à propos de cette couture. Elle m'avait répondu « Tout ira bien, Taïsia. Arrête de stresser. » J'avais conduit 40 minutes pour arrêter de stresser en personne. L'homme à la porte regarda de nouveau sa tablette, comme si mon nom pouvait s'y matérialiser au cours des 4 dernières secondes. Cela n'arriva pas. Je vis son stylo s'arrêter sur la lettre R. Il aurait dû être là, entre Razoumovski et Saveliev, mais à cet endroit, un trait avait été tiré. Pas un oubli. Un trait. Quelqu'un m'avait rayé. Mes côtes se serrèrent sous l'effet d'une sensation étrange, elles se contractèrent, puis se figèrent, comme un souffle retenu que l'on aurait oublié d'expirer. Derrière l'homme, à travers les portes-fenêtres ouvertes, je voyais les premiers rangs se remplir. Les Kalougines à gauche, notre côté à droite, Tante Pacha, ajustant son chapeau, mon cousin démide le nez sur son téléphone, et quelque part, à l'intérieur, au-delà du foyer et du quatuor à cordes qui s'accordaient, ma sœur se tenait devant un miroir en pied, vêtue de la robe sur laquelle j'avais passé 92 jours de travail manuel. 92 jours. C'est 3 mois de session de 14 heures dans un atelier qui sent l'après et le café froid. 3 mois à coudre des perles, sur un corsage à 2 heures du matin parce que la lumière est différente à cette heure-là, et que l'on remarque des erreurs qu'on ne verrait pas à midi. 3 mois à couper de la dentelle française si fine qu'elle se désagrégerait si on soufflait dessus de travers. Un jour, j'ai éternué pendant un essayage, et j'ai gâché un panneau entier. La robe valait 1 700 000 roubles. Vlasta avait dit aux Kalougines qu'elle en coûtait près de 4 millions. Je ne l'ai pas appris d'elle. Je l'ai appris via le groupe familial il y a 3 mois, quand elle a posté une capture d'écran d'un reçu de l'atelier Héloïse de Montpensier, Moscou, une créatrice qui n'existe pas, pour un prix que je n'avais jamais demandé, puisque je ne lui avais pas réclamé un seul kopek. Ma mère s'en était assurée. Je me tournai pour la chercher et elle était déjà là, à 2 mètres, dans un tailleur couleur vert d'eau au bouton de nacre, debout près d'une colonne, comme si elle m'attendait. Ni surprise, ni embarrassée. Elle tenait à la main un livret de cérémonie relié par un ruban. Elle me regarda comme on regarde une tache sur une nappe. Quelque chose dont on préférait ne pas s'occuper devant les invités. Maman. Elle redressa le menton. Cela signifiait qu'elle allait dire quelque chose de répété. Nous en avons discuté, Taïsia. Nous n'avons discuté de rien. Tu as envoyé un message à 11 heures du soir pour dire que la salle était complète. Et c'est le cas. Il y a 40 chaises vides, maman. Je les ai comptées depuis le parking. Elle expira bruyamment par le nez. La signature d'Apollonia Rohr. L'expiration. Cela veut dire que vous l'avez embarrassée en ayant raison. Nous ne pouvons pas laisser une pauvre petite couturière faire honte à la famille, dit-elle, sans même baisser la voix. L'employé à la porte trouva soudainement sa tablette extrêmement intéressante. Je la regardai, elle, le livret dans ses mains, le ruban qui était rose pâle. Parce que Vlasta voulait tout en rose pâle. J'avais teint ce ruban moi-même. En fait, Vlasta m'avait demandé de l'accorder exactement à la ceinture de la robe. Je l'avais fait à minuit dans l'évier de ma cuisine, mais cela ne figurait pas dans les crédits du programme. Derrière mon sternum, quelque chose s'éteignit. Définitivement. Pas brisé, je veux être précise, s'éteignit. Comme une note qui cesse de résonner. Comme si l'air avait été vidé de quelque chose que je gonflais depuis 29 ans. Je regardais au-delà d'elle, vers l'ouverture des portes. La robe bougea. Vlasta tournait sur elle-même pour quelqu'un. Le flash d'un appareil photo. La jupe accrocha la lumière et la renvoya comme seul le crêpe de soie charmeuse peut le faire quand la coupe en biais est parfaite et la mienne l'était, car je l'avais recoupée 2 fois pour plus de sûreté. Je serrai plus fort la housse. Le kit d'urgence à l'intérieur était pour elle. J'avais conduit 40 minutes pour sauver la robe d'une femme qui avait dit à sa belle famille qu'elle avait été faite par quelqu'un qui n'existe pas. Alors, je souris. Profitez bien de votre journée. Je me retournais à ma voiture et posais la housse sur le siège passager comme si c'était une personne. Je restais assise là un moment, les 2 mains sur le volant. Le moteur était coupé. Le parking était rempli de berlines des Kalougines et de SUV2. Location. 92 jours.
C'est le temps qu'il a fallu pour faire la robe. Il a fallu 6 mois à ma mère pour me défaire. Je fis les 40 minutes de route, pour retourner à Saint-Pétersbourg avec les fenêtres ouvertes, car la climatisation de ma vieille Lada avait rendu l'âme en juillet et j'avais été trop occupé à coudre une robe de mariée pour la réparer. L'humidité d'octobre collait à mes bras. Les arbres dénudés défilaient de chaque côté de la route, et, quelque part sur le périphérique, la housse sur le siège bougea, la fermeture, éclair tinta, et ce bruit était si petit et ridicule que ma gorge se serra. Je n'ai pas pleuré. Je veux que ce soit noté. J'ai plaqué ma langue contre mon palais, un tour que j'ai appris à 15 ans. Ce réveillon où Apollonia avait annoncé à table que Vlasta était entré dans une grande université alors que je me cherchais encore. Ce qui, dans son langage, signifiait que j'avais choisi une bourse en école d'art plutôt qu'un vrai diplôme. J'ai tenu ma langue ainsi, jusqu'à ce que l'émotion s'aplatisse en une surface sur laquelle je pouvais conduire. C'est l'odeur de la housse qui m'a achevé. Pas le souvenir, l'odeur cédrée, lavande des sachets que j'utilisais pour ranger le mousseline. Vlasta volait autrefois ses sachets pour les mettre dans son casier à l'école parce qu'il sentait cher. Elle avait 14 ans, j'en avais 10. Je les avais faits à la main avec des chutes de tissu et des fleurs séchées du jardin. Quand Apollonia l'a découvert, elle a dit « Laisse-les à ta sœur, Taïsia. Tu peux toujours en refaire d'autres. » Je pouvais toujours en refaire d'autres. Vlasta avait besoin d'un costume, pour une fête, Taïsia le cousait. Vlasta déchirait sa robe de bal, Taïsia la réparait. Vlasta voulait des sacs exclusifs pour ses copines de club, Taïsia en faisait 12. Vlasta ne mentionnait pas qui les avait faits. Apollonia avait une phrase pour cela. Elle l'utilisait comme d'autres mères, utilise le je t'aime négligemment, sans vérifier si les mots touchaient le cœur. Vlasta et le visage. Tu es les mains. Les mains. Comme si j'étais une partie du corps que quelqu'un aurait égaré par mégarde lors d'une réunion de famille. Comme si Vlasta était la vitrine du magasin et moi, l'arrière-boutique où tout est assemblé. Cette métaphore convenait parfaitement à Apollonia car elle lui permettait de ne jamais me remercier et de ne jamais rien expliquer concernant Vlasta. C'était efficace. Je lui accorde cela. Je suis diplômé de l'Académie Stiglitz avec une spécialisation en design textile. J'ai payé mes études moi-même bourse, petit boulot dans l'atelier de costumes et travail du soir à ourler des rideaux dans une maison de retraite. Apollonia n'est pas venue à la remise des diplômes. Elle a envoyé une carte disant « Fier de toi », avec un point d'exclamation qui semblait étrangement sarcastique. Vlasta a envoyé un SMS. Félicitations. Au fait, tu peux me faire une robe pour mon dîner d'anniversaire. Il n'y avait pas de point d'interrogation. Ce n'était pas une question. Le studio est venu plus tard une pièce de 3 mètres sur 4 au-dessus d'eux. La boutique de tissus de Zinaïda, sur l'île Vassilievski. Zinaïda avait 67 ans et vendait des tissus à Pétersbourg depuis avant ma naissance. Elle m'a loué l'espace pour presque rien parce qu'elle disait que je lui rappelais elle-même à 23 ans têtue, talentueuse et catastrophiquement incapable de faire payer les gens. C'est Zinaïda qui m'a appris le truc de la signature. Plus exactement, elle me l'a montré. Un après-midi, après un an de location, elle a apporté un rouleau de soie ivoire, et l'a posé sur ma table de coupe comme un patient. Elle m'a regardé passer ma main dessus. Le poids de la charmeuse est spécifique, assez lourd pour draper, assez léger pour bouger. Tu sais, a-t-elle dit, en regardant par-dessus ses lunettes de lecture. Chaque designer qui vaut quelque chose laisse une marque. À l'intérieur du corset, le long de la baleine, avec un fil de la couleur de la doublure, pour que personne ne le voie, sauf si on cherche spécifiquement. Elle traça une couture de l'ongle. Ceux qui ne signent pas leur travail sont oubliés, mais ceux qui le font. Eh bien, la robe se souvient, même si la mariée oublie. Après cela, j'ai commencé à signer mes pièces. Un minuscule monogramme en fil, d'argenté. Air caché à l'intérieur du corset, le long de la baleine gauche, là où il serait contre les côtes de la mariée. Personne ne l'avait jamais trouvé. Personne n'avait jamais cherché. 3 mois avant le mariage, Vlasta a appelé. Ni visio, ni SMS, un vrai appel, ce qui signifiait qu'elle voulait quelque chose nécessitant des manipulations vocales. Bon, Archavir a fait sa demande, a-t-elle dit, comme si elle annonçait la météo. Et j'ai besoin d'une robe. Félicitations, ai-je répondu. Qui est ton designer? Une pause. Le genre de pause avec une étiquette de prix accrochée. Je me disais que Vlasta avait rencontré Archavir Kalougine lors d'une soirée de charité. Les Kalougine possédaient une entreprise de logistique. C'était une famille qui passait l'hiver à Dubaï et l'été dans des datchas du district de Kourortny, utilisant se reposer comme un marqueur de statut. Vlasta travaillait comme coordinatrice marketing dans une agence de tourisme. Un bon travail, un salaire stable, rien qui n'impressionnerait des gens qui hivernent à Dubaï. Mais Archavir l'aimait,
ou aimait la version d'elle qui apparaissait lors des soirées. La robe devait être simple. Elle devint, comme c'est toujours le cas pour le sur-mesure, tout. Un corsage en dentelle d'Alençon française brodée à la main. 2 perles de culture. Une jupe en crêpe de soie charmeuse coupée en biais. Une traîne cathédrale qui aurait nécessité son propre code postal. 92 jours de mes mains. Le vrai prix, celui que je facturais à n'importe quel client entrant, dans mon studio était de 1 700 000 roubles. Pour Vlasta, le prix était de 0. Parce que c'est familial, avait dit Apollonia quand j'avais hésité, c'est à ça que sert la famille, Taïsia. J'avais accepté parce que cette robe était ma dernière tentative. Je ne l'ai pas dit tout haut, mais je me le suis dit face au miroir au-dessus de ma table de coupe à 1 heure du matin, épinglant la dentelle sur le mannequin avec des mains qui tremblaient un peu, non de fatigue, mais de quelque chose ressemblant à une prière. Si je rendais cette robe assez belle, si la dentelle tombait parfaitement et que les perles accrochaient la lumière, et que Vlasta ressemblait à ce qu'elle devait être, être qu'Apollonia ne verrait pas la robe, moi, la personne qui l'avait faite. Être qu'elle regarderait la robe et, pour une fois, retracerait la ligne de la beauté vers les mains. Bien sûr, elle ne le fit pas. Ce qu'elle fit, c'est aider Vlasta à mentir. 3 mois avant le mariage, le groupe familial a explosé. Vlasta a posté la photo d'un reçu. Atelier Héloïse de Montpensier, en tête. Adresse sur l'Ostojenka à Moscou. Montant, 3 700 000 roubles. Apollonia a répondu avec 3 cœurs et les mots « vaut chaque kopek ». Les Kalougines avaient donné l'argent à Vlasta pour la robe. 3 700 000. Viré sur un compte qui était, je l'ai appris plus tard, le compte personnel de Vlasta. Il n'y avait aucune Héloïse de Montpensier. Il n'y avait aucun atelier sur l'Ostojenka. Il n'y avait que moi dans ma chambre de bonne au-dessus d'un magasin de tissus à Pétersbourg, cousant gratuitement pendant que ma sœur empochait près de 4 millions pour un travail dont elle ne saurait même pas enfiler l'aiguille. J'ai vu le reçu. J'ai fait les calculs. Je n'ai rien dit car la robe était presque finie et je voulais encore y croire. Je l'ai terminée un mardi à 2 heures du matin. Je l'ai soulevée sous la lumière néon de mon atelier, et c'était la plus belle chose que j'ai jamais créée pour les personnes les croisant. Plus ingrate que j'ai jamais connue. Le studio était sombre quand je suis revenu. Pas parce que le courant était coupé. Le néon au-dessus de la table clignotait depuis 2 semaines, j'oubliais toujours de le remplacer. C'est comme ça que l'on oublie les choses, qui n'importe qu'à soi. Je l'allumai, et il se mit à bourdonner et à tressauter, comme s'il essayait de dire quelque chose sans trouver ses mots. Je connaissais ce sentiment. Le mannequin se tenait dans le coin où la robe était autrefois suspendue. Nu. Maintenant, sans tête, sans bras, couleur crème vieillie. Je l'avais acheté d'occasion dans un salon de mariage qui avait fermé pendant la pandémie, et son épaule gauche était un peu plus haute que la droite, ce qui signifiait que tout ce que je drapais dessus tirait de quelques millimètres vers le côté. Je m'étais tellement adapté à cette inclinaison que je m'y adaptais parfois sur d'autres mannequins. L'habitude est une étrange forme de loyauté. Je m'assis à la table de coupe et ouvris mon téléphone. Il y avait 23 nouveaux messages sur le groupe. Surtout des photos. Vlasta devant l'hôtel. Vlasta et Archavir. Vlasta et Apollonia jouent contre jouent. Toutes deux avec une coupe de champagne. La robe vivait sur chaque photo. La traîne s'étalait en éventail sur les dalles de pierre. Le corsage accrochait la lumière du jour à travers les vitraux. La jupe ondulait avec ce poids que seule la véritable charmeuse possède. La soie charmeuse ne ment pas. Elle ne garde pas une forme en laquelle elle ne croit pas. Personne dans le chat n'a mentionné le designer. Personne ne m'a mentionné. Il y avait 47 réactions, et sous aucune ne figurait mon nom. On m'avait effacé si proprement que cela semblait naturel, comme si je n'avais jamais fait partie du cadre. Je posais le téléphone face contre table. Le rouleau de charmeuse que Zinaïda m'avait laissé la semaine dernière était toujours là, enveloppé dans du papier de soie, intact. Je posais ma main dessus. Le tissu était frais et incroyablement lisse, d'une douceur telle que vos propres empreintes digitales paraissent rugueuses. Je pressais ma paume contre le tissu et me figeai. Le froid remonta par mon poignet jusqu'à cette partie de ma poitrine qui s'était engourdie sur le parking. Et pendant un instant, les deux, température, le froid de la soie et le vide dans mon cœur s'accordèrent, et c'était presque pire que de pleurer. 3 semaines avant le mariage, à 2 heures du matin, j'étais assise sur cette même chaise, sous cette même lumière, avec une loupe fixée au bord de la table. La dentelle du décolleté gondolait un problème de tension du fil de canette que j'avais raté au premier passage. Seul moi aurais remarqué cette erreur. Vlasta ne l'aurait certainement pas vu. La famille d'Archavir encore, moins. Un invité aurait pu passer un doigt sur le décolleté, sentir une légère bosse et n'y prêter aucune attention, mais moi, j'aurais su. Alors j'étais assise seule dans un bâtiment où les seuls bruits étaient le ronronnement du réfrigérateur en bas chez Zinaïda et les rares voitures dans la rue. Et j'ai décousu le poing au découseur.
Et je l'ai refait point par point pour une femme, qui n'avait pas appelé une seule fois pour demander comment avançait la robe. Pas une fois en 92 jours. Je l'ai fait parce que la dentelle méritait mieux. Et parce que je croyais encore, à 2 heures du matin sans public, que faire quelque chose de parfait pour quelqu'un équivaudrait à être aimé par lui. Ce n'est pas le cas. Pour que vous le sachiez. On frappa à la porte du studio. Je n'avais pas verrouillé par négligence. Ou par espoir, à vous de juger. Zinaïda entra avec 2 verres de café de la cafétéria du coin, celle où l'on met trop de sucre partout sans s'excuser. Elle en posa un devant moi sans demander mon reste. Elle regarda le mannequin nu. Elle me regarda. Ils l'ont porté, alors. Ils l'ont porté, et ils ont dit à l'homme à l'entrée que je n'étais pas assez bien pour regarder ça. Zinaïda s'assit sur le tabouret d'en face. Elle portait le même tablier de lin que dans la boutique, avec le maître ruban dans sa poche. Elle prit son café et souffla dessus, bien qu'il soit déjà à peine tiède. « Quand est-ce que tu envoies la facture ?» demanda-t-elle. Je faillis rire. C'était gratuit, Zinaïda, c'est familial. Elle but une gorgée, posa son verre, me regarda. Par-dessus ses lunettes de ce regard qu'elle réservait aux ourlets de travers. Et aux décisions encore plus tordues. Rien n'est jamais gratuit, ma petite. Tu n'as simplement pas encore fait le compte du prix. J'ouvris la bouche pour lui expliquer qu'on ne peut pas facturer sa propre mère. Que si je réclamais de l'argent à ma sœur pour sa robe de mariée, je deviendrais la méchante dans toutes les versions de cette histoire. Que le mot « famille » est un verrou et une clé en même temps. Mais Zinaïda regardait déjà le mur. Derrière moi, où j'avais encadré ma licence de créatrice à côté d'une photo de ma première commande réussie. Une robe de demoiselle d'honneur pour une inconnue, qui avait fondu en larmes en la voyant, disant « Vous m'avez fait ressembler à la personne que je veux être ». Plus bas sur une étagère se trouvait une pile de papier à en-tête que j'avais conçu moi-même. Atelier Taïsia Rohr en police élégante. Logo, une aiguille. Tirant un fil courbé. J'en avais imprimé 500 feuilles il y a 2 ans. J'en avais utilisé à peine 30, toutes pour des étrangers. Jamais pour les miens. Tu sais quelle est la différence entre une couturière et une créatrice ? Demanda Zinaïda. J'attendis. Une couturière prend des commandes. Une créatrice fixe son prix. Elle finit son café, se leva et partit sans dire un mot de plus. La porte cliqua derrière elle. La lampe bourdonna. La soie refroidit sous ma paume. Je restai longtemps assise ainsi. Puis je tirai vers moi une feuille et regardai. Mon propre nom. Avez-vous déjà créé quelque chose de magnifique pour quelqu'un qui n'a jamais dit « merci » ? Je l'ai fait pendant 29 ans. Et je commençais à penser que la chose la plus chère que j'ai jamais créée n'était pas la robe. C'était le silence que je gardais pendant qu'il la portait. Je n'ai pas envoyé la facture cette nuit-là. D'abord, je devais faire les calculs pas émotionnels. Cette équation, je la résolvais depuis 29 ans, et la réponse était toujours la même. Déficit. Je parle des matériels, les roubles et les heures, le travail et les matériaux. Le calcul, ce que je prendrais à un inconnu. Parce que si je devais facturer ma sœur, je devais le faire correctement par poste, professionnellement, pour que dans la facture, il n'y ait aucune place pour un « mais nous sommes une famille ». J'ouvris l'ordinateur et chargeai le modèle de tarification que j'utilise pour les commandes individuelles. Je l'avais créé sur un tableau il y a 2 ans, après que Zinaïda m'a surprise en train de prendre 80 000 roubles à une cliente pour une robe qui m'avait pris 6 semaines. Elle m'avait dit « Ma petite, ce n'est pas un tarif. C'est un cri à l'aide. » Consultation de design, 4 sessions avec Vlasta par vidéo, chacune durant environ 1h30, au cours desquelles elle a changé d'avis 3 fois, sur le décolleté, 2 fois sur les manches et 1 fois sur la longueur de la traîne. Frais de consultation, 150 000 roubles. Matériaux. 13 mètres de charmeuse de soie à 7 000 roubles le mètre. 6 mètres de dentelle d'Alençon française à 18 000 roubles le mètre. Perles de 2. Culture sélectionnée à la main, 412 pièces. Ruban, baleine de corset, organza de soie pour la doublure. Fil 3 poids différents car le corsage, la jupe et la broderie demandent des tensions différentes. Total pour les matériaux, 450 000 roubles. Travail. 92 jours à une moyenne de 9 heures par jour. Chaque jour ne faisait pas 9 heures. Certains duraient 14 heures, d'autres 4, selon que je coupais, drapais, ou passais des heures à fixer une couture. En essayant de comprendre pourquoi elle me détestait. Mais 9 heures étaient une moyenne honnête selon mon tarif standard pour les travaux de mariage qui, soit, dit en passant, correspondent exactement à ce que prennent d'autres créatrices, indépendantes à Pétersbourg. Total pour le travail. 1 100 000 roubles. Montant. Total, 700 000 roubles. Je regardais le chiffre. Il paraissait énorme et en même temps absolument juste. Comme de voir son propre reflet après un long moment et se dire « Ah, voilà. Donc à quoi je ressemble ?» Ensuite,
J'ouvris le groupe familial et remontai jusqu'à la capture d'écran que Vlasta avait postée 3 mois plus tôt. Atelier Héloïse de Montpensier. Le reçu était présenté comme un vrai numéro de compte, date, liste des articles. On y lisait « robe de mariée sur mesure, broderie main, dentelle française » et le montant total. 3 700 000 roubles en bas. Merci d'avoir choisi notre atelier. J'avais regardé ce reçu en mars et j'avais senti mon estomac se nouer. Pas à cause du mensonge, je n'avais pas encore totalement réalisé le mensonge à l'époque, mais parce que les rubriques étaient si proches de la réalité que Vlasta avait visiblement utilisé mon travail comme modèle. Elle avait copié mes descriptions. Elle avait gonflé mes chiffres. Elle avait bâti sa fiction sur mes faits. Maintenant, j'ouvris un onglet de navigateur et tapa « Créatrice Héloïse de Montpensier Moscou ». Rien. Ni site, ni page sur les réseaux sociaux, ni avis, ni enregistrement d'entreprise. J'essayais de chercher l'adresse sur l'Ostojenka. C'était un immeuble résidentiel et une épicerie. Aucun atelier. Jamais et nul. Par Vlasta l'avait inventé de toutes pièces. Une créatrice entière créée à partir de rien pour cacher le fait que sa sœur la pauvre, celle qui n'est que les mains, celle qui n'est pas assez bien pour assister au mariage, avait cousu la robe que tout le monde admirait. Je fermai l'onglet, ouvris mon logiciel de facturation et commençai à taper. Le téléphone sonna. Vlasta. Je faillis ne pas répondre, mais il y a une version 2. Moi qui décroche toujours quand la famille appelle. Comme certaines personnes. Sursautent encore à un bruit qui ne leur fait plus de mal depuis des années. Allô, sa voix était éclatante, comme on peut l'être en pleine lune de miel. Cette fréquence particulière que Vlasta utilise quand elle s'apprête à demander quelque chose en prétendant le contraire. Écoute, la réception était incroyable, mais il y a un tout petit accroc sur la traîne, comme un fil tiré. La mère d'Archavir n'arrête pas de le regarder, je sais que ça l'énerve. Tu pourras réparer ça quand on rentrera ? J'éloignai le téléphone de mon visage et le regardai. Vraiment. Elle ne m'avait pas invité au mariage, elle était restée là à écouter ma mère me traiter de pauvre couturière, devant un étranger avec une tablette. Elle avait empoché près de 4 millions pour une robe que j'avais cousue gratuitement, et, maintenant, 4 jours plus tard, elle appelle pour exiger des réparations. Taïsia, t'es là ? Oui, répondis-je. Alors, tu répares ? C'est juste. La traîne. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Mes heures de service gratuits sont officiellement terminées. Je fus moi-même surprise de la fermeté de ma voix. Je t'enverrai mes tarifs pour les réparations, tu m'enverras. Quoi ? Mes tarifs. Selon le barème. Je te les envoie par mail. Une pause. Le genre de silence qui signifie que quelqu'un est en train de recalculer la valeur de la relation. Taïsia, c'est juste un petit fil. Alors là, réparation ne te coûtera pas cher. Elle raccrocha. Je retournai à la facture. Logo, atelier Taïsia Rohr, aiguille et fil. Adressé à Vlasta Kalugina. Par rubrique, consultation, matériaux, travail. Total à payer, 700 000 roubles. Délai de paiement, 30 jours. Je mis Apollonia en copie. Pas parce qu'elle me devait de l'argent, mais parce qu'elle me devait une reconnaissance. Elle avait organisé ce travail. Gratuit. Elle s'était tenue à la porte en souriant. Quelle voix à quoi ressemble le « gratuit » quand un chiffre y est rattaché. Je ne mis pas les Kalugines en copie. C'était intentionnel. Je n'essayais pas de faire exploser la vie de Vlasta. J'essayais de faire quelque chose de bien plus petit et de bien plus difficile. J'essayais de dire la vérité sur le prix de mon labeur aux personnes qui avaient décidé qu'il ne valait pas un kopek. Zinaïda passa vers 4 heures. Elle ne frappa pas, elle avait une clé et l'habitude de l'utiliser dès qu'elle flairait le café ou une crise. Mon studio contenait actuellement les deux. Elle se tint derrière moi et regarda l'écran de l'ordinateur. La facture prête. 1 700 000. Elle posa sa main sur mon épaule et la serra. Te voilà créatrice, maintenant, dit-elle. Je cliquai sur envoyer, à 9h47 le lundi matin. À 9h48, le mail quitta ma boîte d'envoi, traversa les serveurs, les satellites et les câbles reliants. Pétersbourg aux Maldives, où Vlasta buvait probablement un cocktail sur la plage, et tomba simultanément dans 2 boîtes de réception. À 9h52, mon téléphone commença à hurler. Pas Vlasta maman. Apollonia Rohr ne crie pas. Je veux clarifier cela d'emblée, car les gens pensent que les mères toxiques sont forcément des hurleuses, que le dommage a toujours un volume sonore que l'on peut pointer du doigt. Apollonia ne crie pas, elle module. Elle baisse la voix jusqu'à un registre qui vous oblige à tendre l'oreille. Et dès que vous tendez l'oreille, vous avez déjà cédé quelque chose. Qu'est-ce que tu t'imagines faire ? Demanda-t-elle. Pas une question, mais un verdict. Je facture les services rendus, répondis-je. Je me tenais près de la table de coupe, le haut-parleur activé, les paumes pressées contre la surface, car j'avais compris depuis longtemps que si mes mains étaient occupées,
Avec du tissu, de la mousseline ou des coutures, ma voix restait ferme. Les mains vides me rendaient vulnérable. Alors je les enfonçais dans le bois, laissant la texture de la table me soutenir. Service rendu, répéta-t-elle. Elle prononça ces mots comme s'ils étaient ridicules. Elle avait ce don de déconsidérer n'importe quel mot si elle n'était pas d'accord avec son postulat. Un jour, elle avait prononcé le mot « limite », comme s'il s'agissait d'une insulte. Tu as fait une robe pour le mariage de ta sœur. Un cadeau qui m'a coûté 92 jours et près d'un demi-million rien qu'en matériaux. Et ta sœur t'a fait l'honneur de te laisser l'habiller pour le jour le plus important de sa vie. Elle m'a fait cet honneur depuis un bâtiment dans lequel on ne m'a pas laissé entrer. Apollonia expira. Ce fameux souffle. Je l'entendais changer de stratégie en temps réel. Le petit craquement de sa mâchoire qui se remettait en place. Comme le chariot d'une machine à écrire qui revient à la marge gauche avant une nouvelle ligne. Si tu ne retires pas cette facture, dit-elle, tu ne fais plus partie de cette famille. Je regardais le mannequin dans le coin, le mannequin nu. Celui qui avait porté la robe de Vlasta pendant 3 mois et qui trônait désormais vide dans une pièce pleine de tissus que personne n'avait payé. Je n'étais pas sur la liste des invités, maman. Je pense que tu avais pris cette décision dès ce moment-là. Elle raccrocha sans dire au revoir. Apollonia Rohr ne dit pas au revoir. Elle se retire simplement de la conversation comme elle a retiré mon nom du plan de table proprement, sans cérémonie, comme si cet espace avait toujours été vide. Vlasta appela 20 minutes plus tard. Je mangeais un petit pâté de la boulangerie du bas. Techniquement c'était mon dîner, bien que l'appeler ainsi sois généreux. Le téléphone s'alluma et sa photo apparut, un selfie d'il y a 2 ans. Toutes deux avec les mêmes pulls à motif de reine qu'Apollonia avait acheté pour Vlasta, et Vlasta m'avait donné le double car il était un peu grand. Il n'était pas grand. Il était à ma taille. Vlasta fait du 36, je fais du 40. Elle le savait. Taïsia, elle pleurait. Vlasta pleure comme certains jouent du piano, techniquement parfait, émotionnellement précis, chaque note calibrée pour provoquer une réaction précise chez l'auditeur. Je ne veux pas dire qu'elle faisait semblant. Je veux dire qu'elle avait 29 ans de pratique. Et là, pratique mène à la perfection, même s'il s'agit de larmes. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça, dit-elle. Pendant ma lune de miel, j'ai envoyé une facture, Vlasta. Je n'ai rien brûlé. C'est la même chose. Si Arshavir voit ça, s'il commence à poser des questions sur la robe, elle s'interrompit. J'attendis. Dans le silence, j'entendais le bruit des vagues. Elle était donc sur une plage, aux Maldives, pour des vacances, payées par la famille à qui elle avait menti. Si Arshavir commence à poser des questions sur la robe, dis-je, qu'est-ce qui se passe? Il va poser des questions sur Héloïse de Montpensier. C'est compliqué. Ce n'est pas compliqué, Vlasta. Héloïse n'existe pas. Tu l'as inventée. Tu as pris près de 4 millions au Kalugin pour une robe qui ne leur a rien coûté, parce que tu m'avais dit que c'était gratuit. Yassing. Encore un silence, plus long. Le bruit des vagues le remplit. Où sont passés les 4 millions? Demandai-je. Ça ne concerne que moi et mon mari. Ça te concerne toi et la vérité. Et en ce moment, ta vérité s'accompagne d'une facture détaillée. Elle jeta le téléphone. Pas aussi proprement qu'Apollonia, plutôt comme on lâche un objet brûlant. J'ai presque entendu le téléphone. Heute le Transat. Je finis mon petit pâté. Il avait un goût de sursèche et d'obligation. Je jetai l'emballage à la poubelle et retournai dans le studio. Le néon clignotait. Toujours, le mannequin était toujours nu, la soie était toujours sur la table, et rien dans la pièce n'avait changé, sauf moi. Apollonia rappela à 1914. Autre stratégie. Elle pleurait maintenant. Apollonia. Rohr pleure encore moins souvent qu'elle ne crie. Alors quand les larmes sortent, elles sont destinées à mettre fin aux guerres. Après tout ce que j'ai fait, pour vous, dit-elle. Sa voix était mouillée, blessée et magistralement cadencée. Je vous ai tout donné à toutes les deux. J'ai sacrifié. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai sacrifié. Je m'assis sur le tabouret et l'écoutais. Pas parce que je la croyais, mais parce que je voulais entendre toute la performance. Comme on regarde la fin d'un mauvais film parce qu'on a déjà payé sa place. Je t'ai emmené à tes cours de couture. Je t'ai laissé utiliser le sous-sol. Pour tes petits projets. C'est moi qui ai dit à Vlasta de te demander la robe en premier lieu. Tu lui as dit de me demander car tu savais que je le ferais, gratuitement. Parce que c'est comme ça que fait la famille, Taïsia. Elle prononça le mot fait, comme s'il s'agissait d'une brique. Comme si ce mot même pouvait construire un mur autour de moi. La famille s'invite aussi au mariage. Dis-je. La famille ne reste pas à la porte pour traiter sa fille de couturière minable. La famille n'aide pas une fille à voler 4 millions pendant que la deuxième travaille pour rien. Personne n'a rien volé. Il y a un faux reçu sur le groupe, maman. Héloïse, de Montpensier. Tu as répondu avec 3 cœurs et écrit,
Vaut chaque copec. Tu savais. Les pleurs s'arrêtèrent net. Comme on ferme un robinet. Et dans le silence sec qui suivit, j'entendis quelque chose que je n'avais jamais entendu en 30 ans. D'appel d'Apollonia Rohr. Rien. Ni stratégie, ni tentative de changer de sujet, ni expiration, juste le son d'une femme qui était à court de scénario. Cela dura peu, être 4 secondes. Puis sa mâchoire cliqua de nouveau. Si tu continues ainsi, dit-elle d'un ton froid et professionnel, je ferai en sorte que tout le monde sache quel genre de fille tu es. Elle raccrocha. Je posai le téléphone sur la table. La soie était fraîche sous mon poignet. Je pressai mon bras contre elle et inspirai profondément. Le message arriva à 22h30 la même nuit, de la part de Mila, une fille avec qui j'étais à l'école et qui vivait toujours dans le quartier, suivant toutes les mères sur les réseaux sociaux car elle considérait Internet comme un sport de spectateur. Écoute, je ne sais pas si tu as vu, mais ta mère vient de poster quelque chose. Je pense que tu devrais savoir. Elle joignit une capture d'écran. Le post d'Apollonia. Profil public. Photo, elle et Vlasta au mariage, champagne, joue contre joue. Le texte du post faisait 3 paragraphes, écrits dans ce style particulier de douleur maternelle, qui se lit comme un bulletin paroissial rédigé par une martyre. C'est avec le cœur lourd que je partage ce que traverse notre famille. Après le magnifique mariage de Vlasta, sa sœur Taïsia a décidé d'envoyer une facture pour la robe qu'elle avait proposé de coudre en cadeau. Elle réclame maintenant près de 2 millions de roubles à des jeunes mariés en voyage de noces. S'il vous plaît, gardez notre famille dans vos prières pendant que nous traversons cette situation douloureuse. 24 likes, 89 commentaires. J'en parcourus quelques-uns. C'est tellement triste. Quand la jalousie déchire les familles. Certaines personnes ne supportent pas le bonheur de leurs frères et sœurs. Prions pour Vlasta et Archavir. Mes mains de vin glacé. Pas de la fraîcheur de la soie, mais d'un autre. Vois celui qui commence au bout des doigts et rampe vers l'intérieur comme du givre sur un pare-brise. Je sentais mon pouls dans mes dents. Ma vision se réduisit à la taille de l'écran. Dans cet écran, j'étais la méchante, la sœur, jalouse, la créatrice ratée extorquant de l'argent à sa propre famille. Apollonia avait eu raison sur un point. Elle s'était effectivement assurée que tout le monde sache quel genre de fille j'étais. Elle avait simplement pris soin d'écrire la description en premier. Je restai longtemps assise dans l'atelier. Après cela, le néon finit par abandonner et s'éteignit, et je ne le changeais pas. Je restais dans la lumière bleue de l'écran, lisant les commentaires de gens qui ne me connaissaient pas, qui n'avaient jamais vu l'intérieur de mon studio, ne connaissaient pas le nombre de points sur cette dentelle ni comment la charmeuse bouge avec une coupe en biais parfaite. Et je pensais, peut-être qu'elle a gagné. Peut-être que l'histoire est déjà écrite et que je ne suis qu'une note de bas de page, des mains envieuses, une partie du corps inutile. Zinaïda me trouva dans cet état le lendemain matin. Elle remplaça le néon elle. En gardait toujours de rechange car elle disait que les lampes étaient comme homme, peu fiables mais parfois nécessaires. Et quand la nouvelle lampe s'anima et que la pièce redevint blanche, elle regarda mon visage, puis mon téléphone, toujours ouvert sur le post d'Apollonia. Elle le lut, en entier. Le post, les commentaires, les réactions d'inconnus qui avaient décidé que j'étais la méchante sur la base de 3 paragraphes écrits par une femme qui n'avait jamais mis les pieds dans mon studio. Puis elle posa le téléphone écran contre table. Tu sais ce que j'ai appris en 40 ans de commerce de tissus ? Demanda-t-elle. Je secouai la tête. Les gens croiront n'importe quelle histoire racontée en premier, mais la vérité n'a pas besoin d'être la première. Elle a juste besoin d'être plus forte. Elle tapota le bord de mon ordinateur. Et une facture avec ton nom, ton logo et ton travail détaillé, poste par poste, c'est très fort, ma petite. Je regardais le mannequin, nu, sans tête, légèrement penché vers la gauche. Cette inclinaison habituelle pour laquelle je m'adaptais toujours. Et je pensais à la signature. Fil d'argenté, air à l'intérieur du corset le long de la baleine gauche, pressée contre les côtes de ma sœur durant toute sa journée de mariage. La robe savait qu'il avait faite, même si personne d'autre ne le savait. Dans les histoires qu'il racontait sur moi, j'étais un monstre. Mais j'avais quelque chose sur quoi il n'avait pas compté. J'avais la robe elle-même, et, dans cette robe, il y avait mon nom. Les messages vocaux commencèrent le mardi. Apollonia en laissa 14 en 1 heure. Je ne les écoutais pas en temps réel. Je les écoutais plus tard, à 6 ans. Tailleur sur le sol du studio avec une tasse de café trop sucré de Zinaïda, et c'était comme écouter une actrice auditionnant pour 5 rôles différents dans la même pièce. Message 1, larmes. Taïsia, s'il te plaît. Je suis ta mère. Ne fais pas ça. Message 4. Menace de procès. J'ai parlé à un avocat. Tu ne peux pas facturer la famille pour un cadeau. C'est de l'extorsion. Message 7, marchandage. Et, si Vlasta te payait une partie, une petite somme, on peut régler ça en privé. Message 11. De nouveau des menaces.
Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Je m'assurerai que tu ne retrouves plus jamais de travail dans cette ville. Message 14. Juste un long soupir, 10 secondes de respiration, puis un déclic. C'était une sorte de roulette émotionnelle. J'attendais presque à moitié que le 15e message soit dans une autre langue. Ou juste un bruit de parasite. Peut-être qu'au 20e, elle serait revenue aux larmes, et nous aurions recommencé ce cycle. Je posais le téléphone et regardais le plafond. Une tache d'humidité dans le coin s'étendait lentement depuis des mois. Elle ressemblait à la carte d'un pays qui n'existe pas encore. Je pensais à combien de choses dans ma vie ressemblaient exactement à ça. Des formes sans nom, des contours de lieux où on ne m'avait pas laissé entrer. Le téléphone sonna. Pas le numéro d'Apollonia. Pas celui de Vlasta. Un numéro, pétersbourgeois, mais inconnu. Taïsia Rohr? Une voix de femme. Claire, posée. Le genre de voix qui n'avait jamais besoin de s'élever car on l'écoutait, toujours. Oui, c'est moi. Je m'appelle Raïssa Stepanovna Kalougina. Je crois que vous avez cousu la robe de mariée de ma belle-fille. Ma main serra le téléphone. Ce n'était pas de la peur, plutôt ce sentiment que l'on a quand un professeur appelle votre nom et que l'on ne sait pas s'il s'agit de problème ou de félicitations. Oui, c'est exact, répondis-je. C'est amusant, dit Raïssa Stepanovna. Car sur le reçu qu'a payé ma famille, il est indiqué qu'une femme nommée Héloïse de Montpensier l'a faite dans un atelier. Sur l'Ostoyenka. Une pause. Pas vide pesante. Les genres de pause ou les conclusions sont déjà tirées, et n'attendent que vous pour les rattraper. Héloïse de Montpensier n'existe pas, Taïsia. Je m'assis sur le tabouret. Non, dis-je. Elle n'existe pas. Je m'en doutais. Mon fils a mentionné par hasard au déjeuner le week-end dernier que vous aviez envoyé une facture à Vlasta. Vlasta lui a dit que c'était une plaisanterie, un malentendu entre sœurs. Archavir la croit, car Archavir croit. Tout ce que dit Vlasta, c'est une autre conversation que je devrais avoir avec mon fils au moment opportun. Mais cela sonnait comme un prix, et le prix m'intéresse toujours. Raïssa Stepanovna, comme je l'appris plus tard, avait été directrice financière dans l'entreprise de son mari pendant 22 ans avant de prendre sa retraite. Elle n'utilisait pas des mots comme « malentendu » sans les avoir vérifiés 3 fois. J'ai donc fait ce que je fais habituellement quand les chiffres ne collent pas, poursuivit-elle. J'ai regardé la robe. Mon souffle se coupa. Sans drame, juste un léger spasme, comme une aiguille, heurtant un nœud. J'ai demandé à ce qu'on apporte la robe de Vlasta chez moi. Je lui ai dit que je voulais photographier les détails pour l'album de famille. Elle était ravie. Elle adore qu'on la photographie. Une pointe d'ironie sèche perçait dans sa voix. J'ai porté la robe chez ma couturière, une femme en qui j'ai confiance, depuis 30 ans, et je lui ai demandé de vérifier la structure, la doublure, les perles, les coutures, et elle a trouvé quelque chose d'intéressant. Je fermais les yeux. À l'intérieur du corset, dit Raïssa Stepanovna, le long de la baleine gauche un monogramme en fil d'argent, T.R. Échec et mat, magnifique vieille maîtresse. Ma couturière a dit que c'était la signature du designer, la marque de l'auteur. Elle a dit que seul un véritable maître de la vieille école sait comment et pourquoi placer cela ici. Raïssa Stepanovna marqua une pause. Elle a aussi dit que celui qui avait cousu cette robe était diablement talentueux. Elle a utilisé le mot exceptionnel. Et Paulina n'utilise jamais ce mot, même pour ses propres petits-enfants. J'ouvris les yeux. Le mannequin était toujours nu. La lampe bourdonnait. Mais la pièce semblait différente. C'est ce qu'on ressent quand quelqu'un ouvre une fenêtre dont on ne soupçonnait pas l'existence. J'ai cherché votre nom, dit Raïssa Stepanovna. Atelier Taïsia Rohr. Vous avez un site. Il est modeste, mais votre portfolio ne l'est pas. On a écrit sur vous, dans Sobaka. Vous avez gagné un concours de jeunes créateurs il y a 2 ans. Une autre pause. Vous n'êtes pas une couturière minable, Taïsia. Vous êtes une professionnelle d'exception. Je ne savais que dire. Pas parce que j'étais ému ou pas seulement pour ça, mais parce que personne dans ma famille n'avait jamais prononcé le mot « professionnel » dans la même phrase que mon nom. Apollonia avait dit une fois « capable » lors d'un dîner de famille, et cela avait sonné comme un diagnostic. Médical. Madame Kalougina. Raïssa Stepanovna, Yenei. Pas envoyé de facture pour créer des problèmes à votre famille. Je l'ai envoyé, parce que ma sœur portait une robe que j'ai cousue gratuitement, en disant à votre famille qu'elle coûtait près de 4 millions venant d'une créatrice inexistante. Et ma mère se tenait à la porte du mariage et disait à un homme, avec une tablette, que je n'avais pas le droit d'entrer. Un silence, mais pas froid. Pas le silence de Vlasta ou d'Apollonia. Le silence d'une personne qui écoute. Le silence de quelqu'un faisant l'inventaire des actifs. J'ai payé 3 700 000 roubles, dit lentement Raïssa Stepanovna, pour une robe cousue par une femme que ma belle-fille a rayée de la liste des invités. Et la créatrice réelle de cette robe demande 1,7 million,
Ce qui signifie que ma famille a été escroquée de 2 millions par la mariée. Elle dit cela sans aucune trace de colère. C'était le plus terrifiant, l'absence de drame. Raïssa Stepanovna n'avait pas besoin de crier. Elle avait l'arithmétique. Combien vaut réellement cette robe? Demanda-t-elle. 1 840 000 roubles. C'est un prix de marché juste pour 92 jours de travail manuel. Dans ce cas, c'est la somme que je vous verserai directement. Ces 3 700 000 sont l'affaire de mon fils et de sa femme, mais la femme qui a cousu la robe doit être payée par les gens qui l'ont portée. J'ouvris la bouche, la fermai, puis la rouvris. Merci, soufflai-je. Ce fut plus faible que prévu. Ne me remerciez pas, trancha Raïssa Stepanovna. Remerciez vos mains. Ce sont les seules choses honnêtes dans toute cette histoire. Quand nous eûmes raccroché, je restai assise dans le studio, et le silence était différent désormais. Pas le silence de la solitude, pas le silence du rôle de la méchante. Un autre genre. Le silence après que la tempête s'est calmée et que l'on réalise que le toit est toujours en place. Les dominos commencèrent à tomber le soir même. Archavir appela Vlasta. Je participais pas à cette conversation. Je n'en avais pas besoin. Vlasta me la raconta plus tard lors de l'un des 98 appels auxquels je finirai par ne pas répondre. Archavir rentrait d'une promenade sur la plage et lui demanda doucement, avec la voix d'un homme tenant quelque chose de très fragile, qui est Héloïse de Montpensier. Vlasta essaya. Elle pleura. Elle dit que tout était compliqué, que sa sœur était jalouse, que cette facture était une vengeance. Archavir l'écouta. Puis il dit, maman a trouvé la signature du designer à l'intérieur du corset. La robe a été cousue par ta sœur. Le reçu est faux. Où sont les 4 millions, Vlasta? Elle n'avait aucune réponse qui ne contint pas la vérité. Et la vérité était un trou de 4 millions dans les fondations d'un mariage vieux de 6 jours. Apollonia essaya d'intervenir. Elle appela directement Raïssa Stepanovna, de mère à mère, disait-elle, pour clarifier la situation. Raïssa Stepanovna l'écouta pendant exactement 90 secondes, puis dit, Apollonia, un malentendu, c'est quand on oublie d'inscrire un nom sur la liste des invités. Ça, c'est de l'escroquerie. Et elle raccrocha. Si quelqu'un vous traite de mauvaise créatrice alors qu'il porte votre œuvre, que faites-vous? Voici ce que j'ai appris. Vous ne faites rien. Vous faites simplement votre travail correctement. L'œuvre parlera d'elle-même, le fil tiendra, et la signature finira par être trouvée. 4 millions se sont effondrés plus vite qu'un fil bon marché, et avec eux, tous les mensonges que Vlasta avait cousus dans sa nouvelle vie. Archavir Kalugin m'appela le jeudi après-midi. J'épinglais de la mousseline. Sur un mannequin pour une commande d'une femme de Viborg, une robe pour la mère. De la mariée, l'ironie du sort sans doute et j'ai failli ne pas décrocher car j'avais arrêté de répondre aux numéros inconnus. Mais l'appel était insistant. C'est Taïsia, la créatrice? Oui, c'est Archavir, le mari de Vlasta. Il prononça ces mots comme s'il apprenait un mot dans une langue étrangère et n'était pas sûr de la prononciation. Je veux te demander quelque chose, et ça va paraître idiot. Mais combien coûte réellement une robe de mariée, enfin, faite par une vraie personne? Je sortis une épingle de ma bouche. Une habitude. Zinaïda dit que ça me tuera un jour. Je réponds qu'il y a des moyens plus rapides. Ça dépend de la robe, dis-je. Prête à porter entre 100 et 500 000. Travail partiellement. Manuel entre 500 000 et 1 million. Sur mesure avec dentelle, française, broderie main et longue traîne entre 1,5 million et 2,5 millions. Plus si le nom du designer est connu. La robe de Vlasta coûtait 1 840 000. C'est le montant de ma facture. Un long soupir. Pas l'expiration d'Apollonia, il n'y avait pas de drame, là, dedans. Juste un homme confronté à un chiffre qui était inférieur de 2 millions à celui qu'on lui avait donné. Plus qu'un mensonge, dis-je. Moins qu'un mariage, peut être. Archavir eut un petit rire étouffé. Pas un rire joyeux. Le rire que l'on a quand on comprend que l'alternative est encore pire. Oui, dit-il, maintenant ça colle. Il posa encore quelques questions pratiques, sur les matériaux, sur le temps passé, demandant si je n'avais pas gonflé les prix. Je répondis, honnêtement à chacune. Il me remercia comme on remercie un médecin qui vient de vous lire un diagnostic désagréable, et raccrocha. Je plantai l'épingle dans la mousseline. Mes mains ne tremblaient pas. Vlasta appela le soir même. Ce n'était pas la Vlasta mariée, pas la Vlasta en larmes. C'était une autre Vlasta, silencieuse. Une voix qui résonnait sous toutes les autres. Une voix qui apparaît quand personne ne regarde, qu'il n'y a plus de scénario et que le spectacle est fini. Et vous n'êtes plus qu'une personne assise sur les décombres de ce que vous avez bâti avec des mensonges, parce que vous ne croyez pas que la vérité suffirait. Taïa, c'est moi. Je sais que tu ne me croiras pas. Je me tenais à la fenêtre du studio. Lil Vassilievski vivait sa vie de soirée habituelle. Des couples allaient au restaurant.
Un musicien de rue au coin. L'odeur de poussière et de la neva. Le monde continuait. Je n'avais pas prévu ça, dit-elle. C'est 4 millions. Je ne me suis pas réveillé un jour avec l'idée de les voler. Tout a commencé par des petites choses. La mère d'Archavir a demandé où je faisais la robe, et j'ai paniqué. Je ne voulais pas dire que ma sœur la cousait dans une petite chambre de bonne. Au-dessus des tissus. Je voulais qu'ils pensent que j'étais de leur monde. Alors, j'ai inventé un nom, puis ils ont proposé de payer, et la somme a grimpé, et j'ai laissé faire. Tu as falsifié un reçu, Vlasta. Tu as inventé un designer et une adresse. Ce n'est pas juste arrivé. Ça a été construit. Je sais. Sa voix se brisa. Pas un spasme répété. Un vrai. Le son d'un bois qui casse. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Je voulais juste un jour. Parfait. Je voulais qu'ils pensent que j'étais quelqu'un. C'était là, ce qui se cachait à la base. Vlasta Rorkalugina, le enfant chéri. Le visage qui danse au milieu de la pièce. Elle avait regardé le monde des Kalugines et avait ressenti exactement ce que j'avais ressenti en regardant notre monde. Une insuffisance. Elle s'était tenue devant le miroir, dans un mensonge à 4 millions et s'était dit, si la robe est assez chère, peut être que je finirai par être à ma place. Bien sûr, elle se trompait. Mais je comprenais cette logique. Je faisais, moi-même ma version de cela pas avec de l'argent, mais avec du labeur. Si je crée pour eux quelque chose d'assez magnifique, peut être qu'ils me verront. Nous nous trompions toutes les deux. La seule différence est que je payais. Avec mon temps, et elle avec l'argent des autres. Tu aurais simplement dû leur dire la vérité, dis-je, que c'était ta sœur. Qui l'avait cousu. Ça aurait dû suffire. Une pause. Et puis, très bas, pour maman, ça n'aurait jamais suffi. Je fermais les yeux. Car elle avait raison. Apollonia nous avait créé toutes, les deux. Vlasta comme le visage à exposer, moi comme les mains devant. Produire. Vlasta mentait car Apollonia lui avait appris que l'image était plus importante que le fond. Je cousais gratuitement car Apollonia m'avait appris que l'amour devait se mériter par le travail. Nous étions toutes deux son architecture. Nous vivions simplement à des étages différents. Mais comprendre ne signifie pas pardonner. Je veux souligner cela. Comprendre est un exercice intellectuel. Pardonner est une porte. Et je ne suis pas encore prête à l'ouvrir. Peut être un jour, mais pas parce qu'elle l'a demandé. Parce que je l'aurais décidé. Je ne retirerai pas la facture, dis-je. Je sais. Et je ne ferai pas semblant qu'Héloïse de Montpensier existe. Je sais. Mais je n'essaie pas de détruire ton mariage. Vlasta. Tu essaies d'être payé pour ton travail. Ce sont deux choses différentes. Elle se tut. Le musicien en bas changea de mélodie pour quelque chose de lent et triste. Puis elle dit, la robe est vraiment belle, Taya. Je sais, répondis-je. C'est moi qui l'ai faite. Nous raccrochâmes. Je ne savais pas si c'était un adieu ou une pause. Je ne savais pas si nous nous reparlerions dans une semaine, un an ou jamais, mais c'était la première conversation honnête depuis mes 10 ans, quand j'étais assise derrière le rideau à coudre des sachets pour une sœur qui ne demandait jamais d'où il venait. L'argent arriva le lendemain matin. Un virement de 1 840 000 roubles de Raïssa Stepanovna Kalugina avec la mention « Paiement de la facture Necro 002 Atelier. Taïsia Ror » et un mail à part, pour la plus belle robe du mariage, cousue par la seule personne honnête dans cette salle, à qui l'on n'a même pas permis d'entrer. Je restais assise dans le studio à fixer le chiffre sur l'écran. 1 840 000. C'était la première fois que quelqu'un me payait la valeur réelle de mon travail. Pas un prix familial, pas une faveur, pas un cadeau. Enveloppé dans de la culpabilité et nommé amour. Un prix, mon prix. Je regardais le mur où les paroles de Zinaïda étaient épinglées sur un morceau de mousseline depuis des mois, écrite de ma main. Une couturière prend des commandes. Une créatrice fixe son prix. J'avais enfin compris ce qu'elle voulait dire. Il n'a jamais été question d'argent. Il était question de non. De se tenir devant son travail et de dire « Voilà combien ça coûte ». Pas par cupidité, mais parce que vous êtes une personne réelle, vos mains ont créé quelque chose, et ces mains ont un nom, et le nom a un prix, et ce prix n'est pas zéro. Ce prix n'est pas zéro. Et c'était la dernière fois que je cousais gratuitement. Voici ce qui est arrivé à ceux qui m'ont dit que je n'étais pas assez bien pour entrer dans un bâtiment où les gens étaient vêtus de mes travaux. Vlasta n'a pas divorcé. Du moins, pas tout de suite. Mais la chaîne d'histoire qu'elle avait racontée à la famille d'Archavir sur sa carrière, ses économies, sa famille, certaines ont tenu, la plupart non. Je ne sais pas comment est leur mariage aujourd'hui. Et j'ai décidé que ce n'était pas mon histoire. Je sais que la confiance, si elle se fissure, ne se répare pas comme un os. L'os se répare et devient plus solide.
La confiance se répare et devient plus transparente. Le post d'Apollonia sur les réseaux sociaux resta 11 jours avant qu'elle ne l'efface. Entre-temps, quelqu'un dans les commentaires, je n'ai jamais su qui, avait répondu avec un lien vers mon site. Mon portfolio, l'article de magazine, les récompenses. Le commentaire disait « Attendez, donc la fille que vous traitez de couturière minable, a réellement cousu cette robe et elle a des prix. Ma petite dame, elle a 237 likes sous son post. Celui d'Apollonia en avait 214. La mathématique n'était pas de son côté. Elle m'appela encore une fois. Plus tard, je déviai l'appel sur répondeur. Elle dit « Je pense que nous devrions parler ». Elle ne dit pas « Pardon ». Elle ne dit pas « J'ai eu tort ». Elle dit « Je pense que nous devrions parler sur le ton d'un général proposant des négociations depuis une position qu'il croit encore forte, alors que c'est en réalité la dernière chaise dans une pièce vide. Je ne rappelais pas. Pas par vengeance, mais parce que je n'avais plus rien à dire qu'une facture de paiement n'est déjà dit. Raïssa Stepanovna, fidèle à sa parole, fit ce que je n'attendais pas. Elle donna mon nom à 6 femmes de son entourage. Des mères de mariées, des grands-mères de débutantes, une femme qui voulait une robe de baptême faite main pour son premier petit-fils. Elle ne le fit pas par pitié. Elle le fit comme une recommandation. Je connais une créatrice à Pétersbourg, leur disait-elle. Elle est la vraie. Le premier appel arriva le mercredi. Une femme nommée Caroline, de Sestroretsk, dont la fille se marie au printemps. Votre numéro m'a été donné par madame Kalougina, dit Caroline. Elle m'a dit que vous aviez cousu la robe la plus exceptionnelle qu'elle ait jamais vue. Je l'ai faite, répondis-je. Je me tenais à la table de coupe, la paume sur un rouleau de charmeuse que Zinaïda m'avait laissé. Frais sous la main. Ferme. Quels sont vos tarifs? Je souris. Pas de ce sourire du parking celui-là, je l'utilisais pour ne pas m'effondrer devant l'homme à la tablette. Celui-ci était différent. Il venait du fond, d'une chaleur où le travail et la valeur s'étaient enfin rencontrés et mis d'accord sur un chiffre. Je vais vous envoyer mon catalogue de prix, dis-je. Après avoir raccroché, je restai un moment dans le studio. Le néon bourdonnait, le nouveau, installé par Zinaïda, régulier et blanc. Le mannequin dans le coin, nu, légèrement penché vers la gauche, cette fameuse inclinaison à laquelle je m'adaptais toujours. Sur le crochet près de la porte, là où je l'avais accroché la nuit de mon retour du mariage, pendait la housse. Je m'approchai, ouvris la fermeture et sortis ce tout petit kit de couture que j'avais préparé à 5 heures du matin le jour du mariage de ma sœur au cas où quelque chose se passerait mal avec la robe. J'avais conduit 40 minutes pour sauver la robe d'une femme qui ne voulait pas me voir dans la salle. J'avais préparé un kit d'urgence pour celle qui considérait ma présence comme une urgence. Je sortis de petits ciseaux en acier allemand, assez aiguisés pour couper la charmeuse sans accroc, et les apportai à la table. J'étalai la soie. Zinaïda avait laissé un mot sur un bout de reçu de sa main griffonnée, pour ton prochain client, pas pour la prochaine excuse. Je posai les ciseaux sur le tissu, alignai sur le fil et fis la première coupe. Le téléphone sur la table vibra. Je jetai un œil. 98 appels manqués, je ne les avais pas comptés. Mila l'avait fait, car Mila compte tout, mais j'avais vu le chiffre grimper durant la semaine, comme sur un thermomètre. Personne ne veut écouter 98 appels d'Apollonia et Vlasta. Je n'écoutais pas. Je n'effaçais pas. Peut-être qu'un jour, je décrocherai. Peut-être qu'un jour, il y aura un message commençant par les bons mots pas. Comment oses-tu, ou, après tout ce que j'ai fait, ou, tu détruis la famille. Mais, quelque chose de plus petit, de plus dur et de plus honnête. Quelque chose qui ressemble moins à une stratégie et plus à un être humain. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai de la charmeuse sur la table, des ciseaux en main et une cliente qui a demandé le prix et dit « merci » avant même que nous ayons commencé. Le soleil du matin traverse les fenêtres du studio, se prend dans le tissu et le transforme en eau. Je coupe en biais, comme toujours. Lentement, régulièrement, laissant la lame suivre la fibre au lieu de la combattre. La charmeuse se déploie comme un souffle, comme une porte, comme la première page de quelque chose qui n'a pas encore été écrit. Qu'est-ce que vous faites encore gratuitement pour des gens qui ne valorisent pas vos mains? Quoi que ce soit, arrêtez. Fixez votre prix. Envoyez-la facture. La robe se souviendra de qui l'a cousue, même s'ils ne s'en souviennent. Passe. Voici ce que m'a appris l'histoire de Taïsia, et je pense que cela peut être important pour vous aussi. Dans la vie, on nous apprend souvent que l'amour signifie donner sans compter. Que si vous êtes assez bon, assez généreux, assez silencieux, vos proches finiront par voir votre valeur. Alors vous continuez à coudre. Vous continuez à venir à 5 heures du matin, avec un kit d'urgence pour ceux qui ne vous ont jamais demandé « Comment ça va ?» Vous appelez cela de la loyauté. Vous appelez cela la famille. Vous appelez cela l'amour. Mais en réalité, vous vous fixez un prix nul et vous vous étonnez que personne ne paie plus. Taïsia n'a pas obtenu son 1 700 000 parce qu'elle a crié ou supplié ou brûlé quoi que ce soit. Elle l'a obtenu parce qu'elle a fait
Une chose qui semble simple mais paraît presque impossible quand on a été juste les mains, toute sa vie. Elle s'est estimée. Elle a couché son travail sur papier, y a joint un chiffre, et l'a envoyé à ceux qui portaient son labeur comme s'il ne coûtait rien. Cette facture n'était pas une vengeance. C'était une présentation. Elle disait, voilà qui je suis. Voilà ce que je fais, et voilà combien ça coûte. Laissez-moi vous demander. Que faites-vous gratuitement? Quelles compétences, quel temps, quel effort émotionnel placez-vous entre les mains d'une personne qui n'a jamais dit « merci » et savez-vous comment vous arrêter? Réfléchissez-y. Vraiment. Et si un nom vous vient à l'esprit, si un visage passe devant vos yeux en ce moment, c'est peut être votre propre facture qui attend d'être émise.